enquête sur les faillites bancaires qui a été très remarquée en 2001. Vous vous êtes fait connaître ensuite en attaquant Total en justice sur l'affaire AZF. Vous avez aussi ferraillé contre l'État français lors de la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Après avoir tenté de rentrer en politique au sein du PS toulousain, vous êtes heurté au fédéralisme partidaire qui a mené le PS et d'autres partis dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Ensuite, vous portez le fer contre Enedis et son compteur connecté Linky. Vous l'accusez d'être obsolète. C'est un peu comme le Minitel avec Internet, je vous cite. Vous soupçonnez Enedis de vouloir faire commerce des données collectées par Linky. Ça, c'est effectivement un point très important. Et enfin, vous réclamez le droit à tout citoyen de refuser l'installation de Linky. Parce qu'apparemment, la loi, semble-t-il, n'impose pas, effectivement, l'installation de Linky. Bon, on verra que ça peut poser après d'autres contraintes si on refuse d'installer le Linky chez soi. Donc, pour mener cette lutte, vous avez fondé MySmartCab, une plateforme vidéo web sécurisée destinée à permettre le lancement d'actions judiciaires collectives. Alors, Maître Legvac, peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter MySmartCab et ensuite nous expliquer pourquoi vous en voulez tant à ce malheureux compteur communicant. Merci. Bonsoir à tous. Donc, l'essentiel a été dit. Je crois surtout qu'il y a une espèce de cohérence dans les différents dossiers qui m'intéressent. C'est de lutter contre les fabricants d'ignorance. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est une idée qui vient d'un bouquin américain qui a été traduit en français, que vous trouverez aux éditions du Pommier, et qui a un petit frère aujourd'hui, que je suis en train de dire, qui est passionnant, qui s'appelle Golden Holocaust, et qui explique comment, pendant plus de 70 ans, voire un siècle, les fabricants de cigarettes ont organisé l'ignorance sur la dangerosité de la cigarette. Et comment ont-ils fait? Ils ont utilisé la science contre la science elle-même. Ils ont utilisé des médecins pour dire « mais ce n'est pas prouvé, il y a des doutes, on n'est pas sûr ». Ça rappelle quelque chose déjà. Et cette technique de fabrication de l'ignorance, on la retrouve aussi dans les histoires de réchauffement climatique. Nous l'avons retrouvé aussi dans le dossier AZF, et je vais vous donner un exemple très précis pour comprendre ce que ça peut donner. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est toujours la même technique, à grand renfort de publicité, d'achat d'espace, dans la PQR, dans la presse régionale, que Enedis utilise pour justement nous dire mais vous exagérez, ce n'est pas prouvé, on n'est pas sûr. Je pense que tout à l'heure vous allez avoir tout un tas d'experts, médecins et autres qui vont vous expliquer qu'on vous raconte des calembredènes. Je reviens un instant sur AZF, parce que c'est un dossier qui pour moi est très important, surtout que nous sommes le 22 septembre, l'explosion est le 21 septembre 2001. Très vite, il s'est fait jour une thèse chimique qui consistait à expliquer que l'explosion était due à un mélange de deux produits qui ne devaient pas se rencontrer en présence d'eau. L'ammonitrate, le DCCNA et de l'eau. Très vite, Total a compris que c'était certainement la cause principale et il ne fallait surtout pas qu'on avance dans cette direction. Et donc, ils ont décidé de faire appel à des laboratoires partout en France, même en Europe, pour essayer de contredire cette thèse. Ils avaient demandé à l'époque au CNRS de Poitiers de vérifier que l'hypothèse de la rencontre fortuite de ces trois éléments pouvait être l'élément déclencheur de l'explosion. Le CNRS de Poitiers a non seulement confirmé que c'était dangereux et explosif, mais a démontré que c'était d'une rare violence et cela n'apparaissait dans aucune étude jusqu'à présent. Qu'a fait Total de ce rapport? Elle a enterré purement et simplement, elle ne l'a pas communiqué à la justice et elle a interdit au CNRS de le transmettre parce qu'ils étaient tenus par une clause de confidentialité puisque Total avait acheté le rapport. Et donc il a fallu attendre 7 ans pour que dans le cadre des différentes procédures, tout d'un coup on apprenne en cours d'audience devant le tribunal, alors qu'il y avait eu une instruction qui avait duré 6 ans, que le CNRS avait confirmé l'hypothèse scientifique des experts. Cette façon de faire, qui consiste avec des moyens colossaux d'acheter la science pour faire taire la connaissance, c'est ce qui caractérise les grands groupes financiers, industriels, en France, en Europe et dans le monde. Eh bien, dans le dossier Enedis, nous allons voir qu'on se retrouve exactement dans la même situation.
on va avoir des personnes qui disent « mais c'est pas sûr, c'est douteux, vous racontez n'importe quoi ». Donc pour revenir à votre question initiale, qui était pourquoi j'en veux Enedis, moi j'en veux pas Enedis. J'ai mis en place, au compteur, ou au Linky, j'ai mis en place un système que vous avez évoqué qui s'appelle MySmartCab. C'est un peu aussi l'héritage d'AZF. Je me suis rendu compte, dans un très grand nombre de dossiers collectifs, où il y a l'intérêt général qui est en jeu, on rencontrait une double difficulté. La première, c'était de réunir des personnes qui sont dispersées sur un territoire, sur tout le territoire national, sans avoir besoin forcément de créer une association. Et donc, il fallait utiliser les nouvelles technologies qui permettent justement de créer des communautés d'intention, d'action, pour justement leur permettre d'agir. En justice, parce que moi je ne connais que, c'est à peu près la seule chose que je connais un peu plus bien. Deuxième élément, il y avait un problème de financement des actions judiciaires. On a en face de nous des groupes extrêmement puissants qui ont une politique d'open bar avec les honoraires de leurs avocats. Je vous donne juste un exemple très précis. Je connais bien l'avocat qui s'occupe de Dieselgate, qui s'appelle Charles Constantin Mallet, oui, je fais même de la pub pour les autres avocats, et qui a en face de lui 3 niveaux de cabinet d'avocats. Il a d'abord un premier niveau, un ténor du barreau, un pénaliste qui va lui faire perdre beaucoup de temps et d'énergie dans ses procédures. Deuxième niveau, il a un groupe, un grand cabinet français qui va le fatiguer sur tout ce qui est droit de la consommation. Et troisième niveau, vous avez un cabinet américain qui va coordonner toutes les actions dans le monde entier. C'est pour vous donner un petit peu l'idée du rapport de force. Nous sommes des moustiques face à ces gros pachydermes qui ont les moyens de se défendre et d'acheter, encore une fois, de l'espace pour dire « vous racontez n'importe quoi, ce n'est pas prouvé, et d'ailleurs, nous respectons les normes ». On y reviendra peut-être tout à l'heure sur cet aspect de respect des normes. Ce n'est pas parce qu'on respecte les normes que pour autant ce n'est pas dangereux. Surtout quand les normes sont elles-mêmes fabriquées ou initiées par les lobbies qui sont derrière tout ça. Donc je reviens à MySmartCab. L'idée c'était de créer une plateforme internet qui permette sur des sujets collectifs de réunir des personnes qui ne se connaissent pas et d'avoir accès, dossier par dossier, à des cabinets virtuels en quelque sorte qui proposeraient leurs compétences. On a testé MySmartCab l'année dernière avec une première action contre le monde bancaire, parce que c'est un monde que je connais un peu bien. Je vous passe les détails, si vous voulez voir, vous irez voir sur le site. On a ensuite fait 2 autres actions. Une action concernant le décret Cazeneuve qui crée un vaste fichier de données biométriques de tous les Français. On n'est pas très nombreux à l'attaquer, mais en tout cas on l'a attaqué et on est en train d'essayer de démontrer que c'est contraire au droit européen, au droit constitutionnel, etc. Si ça vous intéresse, il y a quelques informations sur le site toujours. Une troisième action, c'est l'action Linky. Et là, c'est Arnaud Durand, qui n'est pas là ce soir, qui est venu me proposer cette action, en m'expliquant ce qu'il voulait faire, comment il voyait les choses. Je vais y revenir dans un instant. Les 2 dernières actions sont des actions de droit de la santé. Une qui concerne Essure, qui est un contraceptif définitif, c'est un petit ressort qu'on introduit dans le corps des femmes et qu'elles gardent toute leur vie durant, alors que c'est du titane et du nickel, et on ne sait pas quelles sont les conséquences à long terme de cette introduction. Et la dernière action qui fait un peu parler d'elle cette semaine, c'est contre le lévothyrox, où nous avons en moins de 4 jours réuni 1000 personnes sur tout le territoire pour justement faire en sorte qu'ils se défendent comme il faut contre le laboratoire mère. J'en reviens maintenant enfin à nos amis d'Enedis. L'idée que propose Arnaud Durand à travers le site, c'est de réunir des personnes qui veulent garder la liberté de choix sur l'installation ou pas d'Enedis. Alors je ne vais pas reparler sur les conditions, je pense que ça sera développé sur le fait que c'est en fait une action de soutien à l'industrie française, puisque en changeant 35 millions de compteurs électriques, ça représente, suivant les chiffres, entre 5 et 7 milliards d'euros, qui vont être évidemment payés par les contribuables que nous sommes tous, sans qu'on nous le dise évidemment, et tout ça pour le plus grand profit des fabricants de matériel. Je fais une petite parenthèse, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais fait aussi une procédure contre le décret qui crée le passeport biométrique. Et on avait réussi à obtenir la nullité partielle du décret parce qu'il était prévu qu'on devait donner, l'État devait conserver 8 empreintes digitales, ce qui était contraire à tous les textes européens. Et on a donc obtenu la nullité de la collection des 8 empreintes digitales. Maintenant, il n'en collectionne plus que 2, il n'en garde plus que 2. Ce qui était intéressant aussi dans ce dossier, c'est de voir
qu'on a un schéma qui se reproduit à l'identique, qui est qu'on essaye de nous ficher contre notre plein gré, et surtout, c'était un moyen de permettre à des industriels français, Thales dans le dossier du passeport, de tester une technologie, d'en amortir les coûts de recherche et développement, et d'ensuite partir à la conquête du marché mondial. Dans le cas du passeport biométrique, Thales a remporté un marché gigantesque, c'est le marché de la biométrie en Inde. Ils ont fiché 1,3 milliard personnes en Inde. Je ne sais pas combien ça doit rapporter, mais ça rapporte beaucoup. Et bien là, avec le système Linky, c'est un peu la même chose. Ce sont les industriels français qui sont subventionnés par vos impôts et qui, avec ça, vont partir à la conquête du monde entier. Et peu importe les conséquences de santé ou autres que ce soit impliqué. Alors, dans l'idée d'Arnaud Durand, et je cite parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de tout ça, on n'est pas en matière de droit administratif. On n'est pas là pour dire aux collectivités, même si c'est possible, mais ce n'est pas l'angle que nous avons choisi. On n'est pas là pour dire aux collectivités, vous devez interdire l'installation de Linky. On est là pour dire, chacun de nous doit rester maître chez soi. On a le droit de décider si on veut ou pas une installation d'un Linky. Je pense que tout à l'heure, vous allez nous l'expliquer en détail, il n'y a pas d'obligation, surtout pas européenne, d'installer un compteur Linky. Et en venant, je lisais dans le métro ce petit document promu par ERDF et Enedis, qui est devenu Enedis, et il disait la chose suivante: une directive européenne prévoit que 80% des compteurs devront être communicants en 2020. Ah, j'allais lire la directive, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Il y a déjà plusieurs conditions pour qu'il y ait des compteurs, et il n'y a surtout pas le mot devoir. Il n'y a pas d'obligation qui est imposée par l'Europe. Donc c'est simplement une volonté politique locale. Donc pour permettre aux citoyens que vous êtes de rester chez vous, l'idée d'Arnaud Durand est de proposer une procédure particulière qui s'appelle une procédure de référé. Une procédure de référé devant le tribunal civil pour vous permettre d'obtenir une mesure conservatoire qui vous autorisera à utiliser un mot du jargon juridique excipé, qui vous permettra de montrer à l'Enedis que vous êtes autorisé par le juge à refuser l'installation de ce compteur. Comment peut-on convaincre le juge que, dans votre cas particulier, vous refusez l'installation de ce compteur? Nous avons 3 séries d'arguments, chacun des arguments étant indépendants les uns des autres. Et vous pouvez soit les prendre tous les 3 en ce qui vous concerne, soit parce que vous êtes dans une situation particulière, n'en choisir qu'un, et peu importe. L'important, c'est de démontrer au juge des référés que cette installation va vous causer un dommage imminent et qu'il faut donc prendre des mesures conservatoires qui sont simplement de dire on vous refuse l'installation. Ça ne changera rien en termes de sécurité. Là, je pense aussi que vous allez expliquer que sur le réseau, contrairement à ce qu'on nous raconte, Enedis n'est pas la panacée universelle. Donc, ça ne changera rien sur la sécurité du réseau, qu'il y ait quelques Gaulois irréductibles qui refusent le changement du Linky chez eux. Vous voyez quand même, d'après les études d'Enedis, entre 1 et 3%. 1 à 3% de 35 millions, ça commence à faire du monde. Donc, mais évidemment, on ne dit pas trop, on fait croire que vous êtes que quelques dizaines en France. Quels sont les arguments que l'on évoque que l'on va évoquer, parce que je vous expliquerai après comment on va faire cette procédure. Nous avons pour le moment 3 séries d'arguments. La première série d'arguments, ce sont les arguments liés à la santé. Ça concerne plus particulièrement les personnes qui sont dites électrosensibles, mais pas uniquement. C'est-à-dire, là je parle sous le contrôle de médecins, donc je ne vais pas trop m'aventurer, je pense qu'ils détailleront ça avec beaucoup plus d'attention. Le point important, c'est qu'avec ce compteur bien intelligent, en permanence, il est envoyé dans le réseau de votre appartement, de votre maison, un courant d'ICPL, si je ne me trompe pas, qui va vérifier ce qui est connecté et combien ça consomme. Et ce CPL, ce courant faible qui va circuler en permanence, va s'ajouter à tous les autres rayonnements qui existent. Et c'est cette accumulation de rayonnements qui peut être, pour certaines personnes, une source de difficultés financières, de santé. Et donc,
pas seulement l'accumulation. Ce qu'il faut dire, parce que c'est simple, Allez-y, allez. c'est qu'il y a une différence complète. Il y a une différence complète. Et il y a une différence. Bien réglé. Il y a une différence complète entre deux courants. Le courant de base, le courant que vous avez d'habitude chez vous, est un courant dont la tension est considérée comme étant autour de 50 mètres. De 50, excusez-moi. 50 Hz. Et le compteur CPL, qui lui a un chiffre qui est plus de 1000 fois supérieur. Donc on met dans un même fil des courants, deux courants, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et le courant le plus élevé, d'habitude, quand on l'utilise en dehors d'un Enedis, on prend la précaution de blinder le circuit, tandis que là, Enedis, bien entendu, ne va pas se payer ça, donc on met deux fils, on met dans un même fil deux courants qui sont complètement différents l'un de l'autre, et dont l'un a normalement besoin d'un blindage. Merci pour cette précision. On y reviendra après sur les Voilà. aspects techniques. Moi, je ne vais pas rentrer dans la technique, il faudra des détails très précis. S'il vous plaît. Alors, Attends, on prendra les questions après. Monsieur On a laisse... pris la parole, j'ai le droit de... Non. Ok, donc on ne prend pas d'intervention pour l'instant. Oui, mais tu poseras la question après. Ah bon. Oui, on va d'abord finir les interventions et après l'intervention. Je demande à prendre la parole. Mais non, là, il a été invité là tout à l'heure. Il ne l'a pas prise de lui-même. je termine mon petit exposé. Donc, sur les questions de santé, vous allez avoir justement des exposés beaucoup plus complets, donc je ne vais pas être très long. Un deuxième aspect, une deuxième raison qui peut justifier votre refus de l'installation d'un Linky, c'est les données personnelles qui vont être collectées. Alors tout à l'heure vous avez dit, un mot qui m'a un peu surpris, une suspicion à l'égard d'Enedis, mais je n'ai aucune suspicion. Je n'ai fait que lire les déclarations des uns et des autres, où Enedis annonce Urbi et Orbi, surtout aux investisseurs, qui veulent devenir un acteur majeur de la gestion des données personnelles qu'ils vont pouvoir collecter sur les gens face à ce réseau. Donc, ce n'est pas une suspicion, c'est leur déclaration que je leur oppose. Et je peux vous interrompre 30 secondes par rapport à cela. Il faut savoir que maintenant, ça c'est par EDF que je sais, par Enedis, ils sont vraiment tordus. Ça veut dire que quand les gens, malheureusement, ont un Linky, ils leur proposent de signer quelque chose qui s'appelle une charte. Et les gens, évidemment, ils ne leur disent pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont vendu leurs données. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez signé le droit de... Et ça, les gens ne savent pas parce que même les personnes, les techniciens ne le savent pas. Donc quand un technicien propose de signer quoi que ce soit pour la charte, soi-disant, eh bien en fait, ils vendent leurs données. Ils autorisent Enedis. Le risque va exister aussi par les contrats que vous allez signer en ligne. Si vous voulez avoir de l'électricité, oui, et après vous allez signer tout un tas de conditions générales qui font 50 pages, et vous n'allez pas les lire, et si vous répondez non, vous n'aurez pas d'électricité. Donc ils ont plein de façons de truquer de toute façon, et de faire semblant ou de respecter par exemple les recommandations de la CNIL qui justement demandent à ce que l'on donne son accord préalablement avant la collecte et la transmission. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a donc une volonté économique d'utiliser ces informations, et elles seront d'autant plus précises, ces informations, qu'elles vont être couplées avec ce qu'on appelle la grille INSEE. Alors tout le monde connaît l'Institut National de la Statistique, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils ont la possibilité de faire un quadrillage des territoires à 10 mètres près. Et donc, on pourra comme ça identifier dans un immeuble, dans une maison, la façon de consommer des personnes et proposer aussi des services adaptés. Par exemple, si vous êtes une personne âgée un peu frileuse et qu'on voit que vous consommez plus d'électricité dès que la température baisse, il est possible, par la vente de données qu'on aura sur vous, qu'on vienne vous proposer des couvertures chauffantes ou des systèmes de chauffement complémentaires. Ça, c'est la version gentille. La version un peu plus hard, ça sera de dire, tiens, ce monsieur regarde la télévision à minuit le samedi soir, on va lui envoyer un abonnement à un magazine de haute vidéo ou d'autres choses, etc., etc. Donc,
si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées par Enedis, vous avez le droit de refuser le Linky. Troisième série d'arguments qui pourraient permettre, encore une fois je fais les grandes lignes, je ne donne pas les détails, je ne cite pas tous les textes, etc., qui peuvent justifier le refus de l'installation Enedis, c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte sur le fait que vous allez avoir un suivi plus précis de votre consommation qui vous permettra de baisser, d'être des citoyens engagés, etc., sauf que dans le même temps, Arnaud Durand a tweeté aujourd'hui une publicité d'EDF, qui est quand même la maison mère d'Enedis, dans laquelle on dit pendant le week-end, on baisse le prix de la consommation d'électricité, comme ça vous pourrez en consommer plus. Donc il faudrait savoir si on va en consommer plus ou si on va en consommer moins. Donc, ça fait partie des contradictions de cette grande maison. Donc le système de computation de votre consommation ne semble-t-il pas au point. L'exemple qu'on cite souvent, c'est de dire Linky ne supporte pas les LED. Or, de plus en plus, on a des LED chez soi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que c'est plus économique, c'est plus résistant, etc. Et donc, vous allez avoir une facture dont le résultat sera faussé, et sur laquelle il sera quasiment impossible de redéterminer la consommation réelle que vous aviez jusqu'à présent. Et donc là aussi, ça justifie une mesure conservatoire qui sera de faire dire au juge que vous êtes dans votre droit en refusant l'installation d'un compteur chez vous. Donc ça, c'est l'idée de la procédure qui a été lancée via MySmartCard par Arnaud Durand. Alors avec une dernière précision, et après je laisse la parole à des experts qui seront beaucoup plus compétents que moi, nous avions prévu de faire en sorte que cette procédure, de collecter les participants jusqu'au 20 octobre. Et nous avions prévu qu'il fallait être 1000 personnes jusqu'au 20 octobre. Aujourd'hui, je crois que nous sommes 315, 312, ce qui est d'ici au 20 octobre, c'est-à-dire dans 25 jours, il est peu probable qu'on atteigne on ne sait jamais, mais il est peu probable qu'on atteigne ces 2000 personnes. Alors avec Arnaud Durand, on a choisi, non pas d'arrêter tout et de jeter l'éponge, mais de dire on va décaler dans le temps la durée de souscription, et puis on va prendre notre bâton de pèlerin. Si vous avez des collectifs en France qui veulent avoir des avocats qui viennent expliquer, détailler à la fois les aspects techniques, ça c'est surtout pour Arnaud, parce que moi je ne connais pas grand chose, et les aspects juridiques sur la lutte contre Linky, et bien dans les 3 ou 4 mois, je ne sais pas, on n'a pas encore arrêté la durée, qui viennent, donc ça, au moins jusqu'en janvier, on va permettre à toutes les personnes qui veulent se joindre à la procédure de se connecter par Internet à la plateforme MySmartCard et de rejoindre les 300 personnes qui sont déjà là pour arriver au seuil de 1000 personnes, qui est un minimum, parce qu'il y a un double effet qui se coule, si vous me permettez. Il y a un premier effet qui est économique pour les avocats que nous sommes. On a un peu besoin de travailler et d'être payé, donc il faut être sûr qu'on ait suffisamment de personnes qui vont suivre. Il y a un deuxième effet qui se coule dans l'aspect économique, c'est que dans le projet d'Arnaud, il y a des constats qui vont être faits par l'huissier sur le fait que justement les ondes émises par les Linky peuvent avoir des conséquences immédiates, à effet quasiment sans effet retard, sur des personnes qui sont électrosensibles. Et après, il y a un aspect symbolique qui est de dire on est au moins 1000 personnes, et donc c'est mieux pour montrer qu'il y a un début, pas de rébellion, de résistance en tout cas, à ce temple très puissant, qu'on appelle aussi l'État, qui est en train d'imposer le choix, c'est un choix, qui est en train d'imposer l'installation d'un compteur dont peut-être la plupart d'entre vous ne veulent pas chez eux. Donc voilà la dernière information que je vous donnais. Après, je passe la parole à la salle, vous poserez les questions que vous voudrez. Troisième, vous n'avez donné que deux items, la santé et les données. Et vous avez la troisième, c'était la facturation. Ah, c'est la facturation, d'accord. Alors les pannes, le problème, ça c'est le juriste qui parle, c'est que nous n'avons pas suffisamment de preuves ou de retour d'expérience pour, de manière certaine, démontrer devant un juge que c'est un bon argument. Donc on préfère ne pas le prendre. Ça c'est notre point de vue. C'est une stratégie procédurale. Après, peut-être que ça peut changer si jamais vous arrivez à démontrer qu'il y a en effet une relation de cause à effet, des incendies notamment, un problème de court-circuit, de sécurité. Mais là, nous on ne veut pas aller devant le juge avec un doute trop important, parce que c'est là offrir un boulevard à Enedis. Alors, il y a des questions. D'assurance, la
l'argument du défaut d'assurance. Le défaut d'assurance de qui? Les compagnies d'assurance ont mis en risque exclu de leur garantie en responsabilité civile toute la technologie des ondes et des radiofréquences. Or, quand il y a un problème, la personne qui a eu par exemple un incendie a 20 jours pour prouver que c'est le compteur Linky qui était en cause. Et la compagnie d'assurance d'EDF, en fait, ils disent qu'ils ont une compagnie d'assurance, mais c'est pas une compagnie d'assurance. C'est un courtier en assurance. Donc il n'y a pas de... D'accord. Personne n'est assuré, même pas les collectivités territoriales. Ah bon? Donc il y a absolument... Alors j'ai pas étudié la question, donc je ne prendrai pas parti. C'est un argument qui peut être intéressant. De mémoire, des sociétés comme EDF, comme Total d'ailleurs, utilisent la technique de la captive de réassurance. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous êtes, quand vous êtes un grand industriel, votre propre assureur, vous payez, si possible, dans les îles Caïmans, une grosse prime. Comme ça, vous ne payez pas d'impôts en France, ça fera des charges. Et ensuite, vous avez l'argent qui est quelque part dans un paradis fiscal et vous en servez pour payer les risques que vous avez garantis. C'est comme ça qu'ils font. En fait, si les compagnies d'assurance ont exclu la technologie des radiofréquences, non, ça n'a rien à voir. S'ils les ont exclus, c'est parce que les compagnies de réassurance, et notamment la Lloyds, ont décidé il y a déjà un certain temps qu'ils n'assureraient pas toute cette technologie en disant quand le scandale va éclater, nous serons ruinés. Donc depuis 2010, je crois, tout ce qui est... Depuis 2001, n'assure plus quoi que ce soit dans les émissions électromagnétiques. La Lloyds qui est le principal réassureur des assureurs. On va prendre d'autres questions. Dans le cadre de la procédure qu'on veut faire, ce n'est pas un argument qu'on va utiliser. Alors il y a plein de questions. Monsieur, vous voulez poser des questions? C'est un des arguments qui est utilisé par Robin Destois, qui est une association contre... Très bien, mais encore une fois, chacun peut avoir des arguments différents, et l'idée c'est justement d'essayer de couvrir large. Monsieur, après j'ai dit madame, monsieur devant, madame là aussi. Moi ce que je voudrais... Allez, c'est passé. Oui. Moi, ma remarque était purement physique. Monsieur, il parle de fréquences plus élevées. Si vous analysez le signal de 50 périodes de l'EDF, comme il n'est pas parfait, si vous l'analysez bien, vous allez trouver du 10 000 Hz ou du 100 000 Hz. C'est une question de décomposition en série de Fourier. Ce qui compte, ce n'est pas le niveau de fréquence, c'est l'énergie de la fréquence. Parce que vous la trouverez dans votre courant avant qu'il y ait l'inqui, il y a du 10 000 Hz, il y a plus que ça. C'est juste une question d'avoir un bon analyseur. Parce que l'EDF, ce n'est pas un courant parfait. Même s'il est parfait au départ, il n'est pas parfait quand il arrive chez vous. Parce qu'il y a plein de transformations. Et ça, c'est purement mathématique. Vous ne pouvez pas y échapper à ça. Alors après, il faut comparer le niveau de ces sinusoïdes. Parce que pour transmettre le signal, il faut qu'il dépasse le niveau de bruit à 10 000 Hz. Parce qu'il y a un niveau... C'est l'industrie du doute, là. Il faut dans l'industrie du doute, là. Non, mais monsieur, vous êtes dans l'industrie de l'affirmation non fondée. Moi, j'essaye de comprendre. Je suis ingénieur, je n'ai pas commencé à parler. Je n'ai pas pris la parole. Mais vous me dites, je suis dans l'industrie du doute. Non, mais c'est le système. Mais c'est le système. Mais si on peut... Mais voilà. Je suis à l'école et je pose une question au professeur et vous me dites que je suis dans l'industrie du doute. L'EDF garantissait un signal, une fréquence à 50 Hz, mais maintenant c'est différent. Mais non, maintenant il propose du 73 MHz à 94 000 Hz. On est dans les micro-ondes. On ne va pas éviter votre question. Il y a des micro-ondes partout. Apprenez-le. On ne va pas éviter votre question. Il y a 3 volets. C'est trop facile. Le volet technique. Le volet technique viendra après et je m'en charge. Je suis ouvert. Il y a certaines choses que je partage. Attendez, s'il vous plaît. Madame. Par rapport à ce que vous avez dit, parce que là, ce que j'ai compris, c'est valable si on est chez soi. Chez soi, c'est pas forcément propriétaire. Et en appartement, moi je vais refuser mon Linky. Et j'en ai 3 de mes voisins qui seront de l'autre côté du mur de mes toilettes. Donc la chaise santé, moi je peux m'impliquer. Si j'arrive pas à faire impliquer mes voisins, moi je vais en prendre plein le... Bon voilà, la clause elle est pas valable pour moi non plus. Oui, alors moi ce que je voulais dire, moi je suis place des Arts, donc il y a des résidences et il y a une immense partie locataires HLM sociaux et de l'autre côté des particuliers, bon, des propriétaires. Alors évidemment, ils sont venus en masse d'une manière solution 30
d'une manière épouvantable, faire peur aux gens, et de toute façon, même si les gens disaient non, ils posaient les Linky. Moi, j'avais évidemment fait 2 lettres, une à Philippe, mon toutou, là, PDG d'Enedis, et une autre à Enedis, au service Linky, avec menaces, huissiers, etc. Donc j'ai bien collé ça sur le truc. Ils sont venus 7 fois. 7 fois. Ils sont encore venus aujourd'hui. À chaque fois j'étais là, à chaque fois je leur ai dit dehors. Ils m'ont menacé parce qu'ils ont été, lorsque je leur ai dit dehors, c'est parce qu'ils ont eu des façons de procéder, mais indécentes. Et aujourd'hui même, il y en a un qui est venu, qui était plus sympa, mais qui quand même m'a dit, vous savez madame, il va y avoir les huissiers, la prochaine fois on vient avec les huissiers. Je dis oui, mais moi aussi je suis venu avec l'huissier à l'EDF, à Enedis, il n'y a pas de problème. Donc, enfin, moi ça ne me fait pas peur, j'ai une formation de droit comme vous, je vais travailler, mais bon, donc ça ne me fait pas peur. Donc j'ai refusé. Ma voisine, évidemment, elle n'a pas refusé. Donc c'est un petit peu le problème. Le problème qu'on a, c'est en fait, moi j'ai expliqué que j'étais électrosensible, entre autres, et le problème qu'on a, c'est que Monsieur Ollier, je m'étonne d'ailleurs, moi, en tant que maire de la ville, qui n'est pas demandé à tous ces... de police administrative. Ah non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, on est contraint. Ville pilote, Rouen-Malmaison, c'est quand même ville pilote pour les cancers. Madame Merkel en Allemagne les a tous fait retirer tellement il y avait de cancers et d'incendies. C'est quand même assez hallucinant. Donc, pour en revenir à cela, le problème c'est pas un Linky, enfin c'est un Linky, mais c'est au même moment des centaines de Linky avec les ondes qui vous envahissent. Alors, c'est ça le problème. Et comment peut-on faire si, malgré tout, parce que lui m'a menacé de payer des sommes folles après d'être obligé de payer des sommes folles pour, si je refusais le Linky. Mais je le refuse évidemment. J'ai ni le Gaspard que j'ai refusé, ni le Linky. Mais je suis une des rares. Et pourtant, j'ai pas arrêté de faire des copies de lettres avec les recommandés, je faisais absolument tout, à tous les voisins, mais je me suis fait passer pour une... Merci madame pour votre témoignage. Donc je vous invite à signer la feuille d'émargement, comme ça on vous tiendra informé de l'actualité que je pourrais remonter auprès du maire. Alors, excusez-moi, j'avais une question. Une dernière question. S'il vous plaît. La mention là pour les Ah oui, pardon, oui. Est-ce que les gens peuvent éteindre ou les mettre en position avion, éteindre leur portable, parce qu'il y a des personnes électrosensibles dans la salle. Donc je vous préfère. Est-ce qu'il y a une procédure actuellement engagée au tribunal d'instance de Paris, de grande instance de Paris, par un avocat, pas par vous, mais il y a un collectif, j'avais vu ça sur internet, en regardant sur un blog, il y a un collectif qui a un avocat qui avait... J'ai plus le nom. Oui, c'est Artemisia et c'est 18 plaignants. Voilà, mais là on va pas débattre sur ça. C'est concurrence, c'est concurrentiel. Non, c'est pas concurrence, c'est qu'ils attaquent sur d'autres dossiers en fait. Ils attaquent sur la CNIL, quoi, sur l'aspect. Pas sur l'aspect sanitaire. D'arguments que j'ai évoqués. Vous êtes au courant de ce qui se passe? C'est tout entre avocats, c'est pour ça. Non, vous savez, il y a 30 000 avocats à Paris, je suis au courant sur tout ce qu'ils font. D'accord. Pardonnez-moi, j'ai mis une réserve, je suis désolée, j'ai oublié de vous demander, et ça c'est très important, c'est pour ça que je voulais intervenir. Moi, comme nous sommes en HLM social, résidence, eh bien les compteurs se trouvent à l'extérieur. On a par étage, on a 2 appartements, donc c'est à l'extérieur. Alors on me dit, mais madame, ça ne vous appartient pas. Je dis, peut-être, mais moi le compteur, c'est moi qui le paye, et donc pas question. Mais là-dessus, est-ce que justement Monsieur Ollier peut ensuite, parce que vous savez que le bailleur, enfin les bailleurs, en fait c'est la mairie de Rueil, ça appartient à la mairie de Rueil. Donc après, j'ai bien compris votre question, je ne réponds pas parce que je ne suis pas sûr de la réponse, je vais interroger Arnaud Durand qui est la grande tête du dossier. Donc j'ai bien compris, donc on va continuer. Et c'est ça qui m'inquiète. Monsieur a des éléments de réponse sur l'obligation ou non d'installer... Alors je vais essayer de répondre partiellement à votre question, enfin j'espère y répondre en totalité. Vous pouvez peut-être vous présenter? Je suis Jean-Pierre Roy, je suis le conseiller juridique de l'association Fréquence Santé. Nous avons eu bien évidemment tout un tas de gens qui sont venus nous voir et qui sont, je dirais, qui sont été mis comme vous dans l'obligation d'installer un compteur Linky. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit dans la législation européenne ou dans la législation française, il n'existe aucune obligation légale, je dis bien d'obligation, pour un particulier d'installer un compteur à son domicile. On vous dit que c'est obligatoire, c'est faux, ça n'a jamais été le cas. Aucun texte de loi, aucune ordonnance, aucun décret
n'oblige aujourd'hui un particulier à installer un compteur Linky à son domicile. Et là, je suis clair, s'ils sont capables de vous en sortir un, ils seront très forts parce qu'il n'existe pas, que ce soit dans la législation européenne ou, si vous vous êtes procuré, c'est facile par Internet, la fameuse loi comment dirais-je, de transition énergétique pour la croissance verte. Vous lisez le document, on vous parle de mise à disposition de solutions, on vous parle de ce, mais en aucun cas on ne vous parle d'obligation. La notion d'obligation n'existe pas. Voilà, obligation légale, il n'y en a pas. Et ça a été reconnu, là, il y a eu un jugement le 17 septembre, jugement sur le fond par le tribunal d'instance. Le Linky n'est pas obligatoire pour l'entité citoyen-consommateur. Il y a notre décision. Le numéro. Alors, article L 324 du Code de l'énergie. Alors, article L 322.4 du Code de l'énergie. Vous pouvez le projeter derrière. Non, pour envoyer ce document après aux personnes qui le souhaitent. Je fais circuler un document pour laisser vos coordonnées, on pourra vous communiquer ces éléments après, ultérieurement. Donc je propose qu'on avance dans la conférence. On a été interpellé sur les aspects techniques. Donc dans ce cas, je vais enchaîner sur les aspects techniques en donnant la parole à Patrick Bellard. Je vous demande d'être assez... Oui, mais on est sur les aspects techniques, donc on va rester. Et ensuite, je donnerai la parole à Jean Marzouk sur les aspects sanitaires en dernière partie. Mais donc on va enchaîner sur les aspects techniques. La Rochelle. Donc si vous voulez bien nous envoyer, m'envoyer ces documents et je les ferai suivre ensuite aux personnes qui le souhaitent en s'inscrivant sur les papiers que je fais circuler. Non, c'est des...